Bueno, buenos días, profesor Cyrulnik, profesor Baroudi, profesor Vic. Buenos días a todas y a todos. En nombre de la obra social La Caixa, quiero darles la bienvenida a Caixa Forum. Es para nosotros una satisfacción poder acoger estas jornadas sobre resiliencia, buenos tratos y apoyo social en nuestra casa, que quiere ser un centro de acogida cultural y social referente para la ciudad de Madrid. Queremos expresarles nuestro apoyo a esta iniciativa, así como agradecer a la posibilidad que nos han ofrecido las organizaciones que han colaborado en que sea posible esta jornada. Queremos agradecer especialmente a ITAT, al Instituto de Formación y Tratamiento en Terapia Familiar Sistémica, a Exil España, a IFIP, Instituto de Formación e Investigación sobre las Consecuencias de la Violencia. Muchas gracias por permitir que colaboremos en esta jornada. La verdad es que desde Fundación La Caixa nos sentimos totalmente identificados con el objetivo de este momento, ya que este espacio persigue un objetivo coincidente con los programas sociales que nosotros desarrollamos desde nuestra institución. La promoción de los buenos tratos y el apoyo social son principios que nos van guiando en la conceptualización de nuestros programas. A título de ejemplo, les diré que desde hace algunos años venimos desarrollando un programa de prevención de la violencia titulado Violencia, Tolerancia Cero, que contempla un conjunto de iniciativas, algunas de ellas desde el ámbito de la sensibilización y concienciación social, para no permitir que los malos tratos estén presentes en nuestra sociedad, y algunos de ellos relacionados con la intervención en víctimas de violencia. Es el programa de atención psicosocial para mujeres víctimas de violencia, que a lo largo de la jornada tendrán ocasión de profundizar a través de una exposición que habrá. Por otro lado, decirles que al margen de este programa específico que estamos llevando a cabo, en el resto de programas de intervención social, sí que el concepto de resiliencia, el paradigma de la resiliencia, nos ha servido de brújula, de orientación, cuando hemos querido pensar en cómo desarrollar un programa de intervención. Nosotros desde Fundación La Caixa creemos en la capacidad que tienen las personas de salir adelante en situaciones adversas y por eso siempre nuestros programas pretenden potenciar esas competencias, esos recursos personales para ayudarles a que tengan un proyecto de vida futuro con una mirada positiva hacia adelante. Es por eso que tenemos gran interés en compartir este espacio hoy con todos ustedes. Esperamos que este entorno sea de reflexión, de análisis, de debate, sea un escenario donde las aportaciones de grandes expertos como los que hoy nos acompañan y que tenemos el gran privilegio de contar con ellos, y las experiencias de los que trabajan día a día nos faciliten claves, elementos que sirvan para mejorar la construcción de una sociedad futura y con menos sufrimiento humano. De verdad, esperamos que estas jornadas cumplan las expectativas que en ellas tenían ustedes puestas y que sea un día de trabajo muy provechoso. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer a la Caixa Forum por habernos facilitado esta gran sala y por habernos ayudado en la organización de este evento. Agradecer, obviamente, a los ponentes, el profesor Cyrulnik y el profesor Baroudi, y a todos los que vais a participar en la mesa redonda y a todos vosotros que vais a aportar en el coloquio con vuestra experiencia y vuestro trabajo en distintas áreas, todos vuestros conocimientos y plantear todas vuestras inquietudes. Como sabéis, no es posible realizar un evento de esta magnitud sin haber coordinado con otras instituciones el apoyo como Exil, IFIB, ITAD,
la Obra Social La Caixa, la Editorial Gedisa y la Asociación Española Terapias Sin Fronteras. Agradecer a las secretarias que están afuera, que han estado varios meses intentando que este evento fuera posible. No les puedo referir que contestar más de 500 emails, llamadas telefónicas, fax, etcétera, y lo que eso supone en la complejidad de organizar un evento, y mis disculpas y nuestras disculpas a la gente que se quedó afuera porque el cupo era limitado, tanto por el tema espacial, pero también por el tema de los micrófonos y de los audífonos. Gracias a todos y gracias a vosotros por acudir. Todas estas organizaciones que he mencionado han considerado que hacer un seminario sobre resiliencia, buenos tratos y apoyo social con las autoridades más destacadas que hay en Europa sobre el tema, no solamente es un medio para transmitir conocimientos, testimonios y técnicas de cómo trabajar con la resiliencia e incorporarla como modo de trabajo a la labor cotidiana, sino que es una contribución a que la sociedad pueda ser más humana, que en definitiva esta sociedad de la cual nosotros somos parte pueda estar dispuesta a través de nuestros trabajos a escuchar y ayudar por todos los medios a todas las personas que han sido afectadas por los malos tratos, la violencia y otros desastres humanos. Este seminario profundizará a través de sus invitados y de vosotros mismos los aportes que ha hecho la teoría de la resiliencia para apoyar a las víctimas o a los afectados a fin de que promuevan sus capacidades y puedan superar los traumas vividos. Es una forma de mostrar, en definitiva, cómo se puede salir del trauma y no quedarse unido a él para siempre. Este seminario constituye un compromiso con la sociedad y con el ser humano, y por ello rinde homenaje a todos aquellos que aún siguen afectados por las guerras, por el terrorismo, por las dictaduras, por la enfermedad crónica, por la enfermedad mental, por los familiares suicidados, por la violencia intrafamiliar, por el abuso, por el maltrato, por la pedofilia, por ser víctima de la separación y el divorcio, por la muerte temprana de los padres, por los desastres naturales y otros tantos sufrimientos humanos. Al mismo tiempo, alienta a todos los profesionales a formarse en los modelos de resiliencia para ayudar mejor y más eficazmente a las personas. Las asociaciones que están trabajando aquí, tanto EXIL como INFIP, como ITAD, como Terapias Sin Fronteras, tienen programas, es decir, que atienden específicamente a gente que está sufriendo en distintos órdenes todos estos traumatismos que antes han sido mencionados. Bien, dicho esto y dando la bienvenida a todos vosotros, voy a dar paso a la presentación del profesor Boris Cyrulnik. No me es fácil, dada la larga trayectoria que tiene, pero intentaré hacer una pequeña síntesis de su larga y rica trayectoria. El doctor Boris Cyrulnik es neurólogo, psiquiatra y psicoanalista y es uno de los fundadores de la etología humana. Hemos vuelto de alguna manera a Konrad Lorenz desde otro ángulo. Es director de estudio y profesor de la Universidad de Var en Francia y responsable de un grupo de investigación en etología clínica en el Hospital de Toulon. Desde 1998 es también presidente del Centre National de Création et de la Diffusion Culturelle de Château-Vallon y miembro directivo de la oficina en Francia, coordinadora del programa Diseño de Naciones Unidas. Con solo 6 años de edad consigue escapar de un campo de concentración del que jamás regresaron el resto de su familia, residentes en Francia, rusos judíos emigrantes cuando entraron las tropas de Hitler. Empieza una vida errante entre familias de acogida y a los 8 años
la asistencia pública francesa lo instala en una finca agrícola donde está a punto de convertirse en un niño granjero y analfabeto. Se convierte en un médico empeñado en entender sus propias ganas de vivir. Giediza ha publicado sus libros Del gesto a la palabra, que trata del desarrollo y comportamiento de las personas, en concreta la del habla humana. En el libro El murmullo de los fantasmas habla de cómo se producen los traumas infantiles y los problemas que pueden surgir en la adolescencia. En el libro El encantamiento del mundo, el doctor Cyrulnik trata del tema de las facetas más sorprendentes del comportamiento humano comparándola con el animal. Los patitos feos, que fue el primer libro que leí de él, aborda el tema ¿por qué una infancia infeliz no tiene por qué determinar una vida? Y trata ejemplos de personas exitosas con un pasado traumático. En el libro El amor que nos cura habla de la experiencia de personas que encuentran en el amor una cura para heridas formadas por un pasado doloroso. Bajo el signo del vínculo nos acerca al funcionamiento de los vínculos de cuidado y afecto entre los seres humanos. En Sul y tantos otros libros, y citaré algo muy sintético para darle paso a él sobre el último libro, que es Autobiografía de un espantapájaros, que va a ser presentado mañana en España por la editorial Giediza en el Instituto Francés, que es un libro que habla sobre el traumatismo en las personas, de tal manera que dice que el traumatismo en las personas estructuradas puede durar un tiempo y luego, con apoyo del entorno y los recursos individuales, la persona puede salir adelante. Si el traumatismo se convierte en crónico, dependerá del contenido del trauma, del apoyo recibido y de la cultura que facilita la victimización o que acompaña su trauma al traumatizado mientras estimula sus recursos para afrontar la realidad. El autor habla de cómo fue la vida tras escuchar a las personas previo al trauma y hace una diferencia entre afrontamiento o coping y resiliencia, donde la primera enfatiza las capacidades y habilidades para resolver el problema traumático, mientras que la resiliencia es favorecida por un cambio en la narrativa. También nos habla de que la víctima o afectado, para afrontar una catástrofe natural y promover su resiliencia, debe ser activo a favor de la reparación en la comunidad. También nos habla en este libro de la prevención y la psicopatía y falta de apego en las relaciones tempranas en todos aquellos que se enrolan en actividades terroristas. De igual forma, hace un cuestionamiento a aquellas personas sumisas que tienen paralizados sus mecanismos para promover la resiliencia. Bienvenido, profesor Cyrulnik, y tiene la palabra. Adelante. Merci, Eduardo. C'était très intéressant ce que vous avez dit. Alors, je ne sais pas de qui vous avez parlé, mais c'était très bien. Je suis très content d'être avec vous à Madrid et dans ce bel endroit. Et on va essayer de préciser pendant 1 heure ce qu'est la résilience, parce que c'est une définition très simple et qui pourtant est source de beaucoup de contresens. La définition la plus simple que je donne de la résilience, c'est quelles sont les conditions de reprise d'un développement après une agonie traumatique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Conditions internes, acquisition des ressources internes, le style d'attachement, le tempérament, l'art de la parole, l'art de la relation, acquisition inscrite dans le développement d'un enfant et dans sa mémoire avant même la parole. Deuxième chapitre, conditions, disposition des ressources externes autour de l'enfant. Est-ce que sa famille a été blessée? Est-ce que sa famille va l'encourager à la résilience ou l'empêcher? Est-ce que la culture va faire taire l'enfant, va l'abandonner ou au contraire va l'entourer et lui permettre de reprendre non pas son développement, puisque par définition il a été traumatisé, donc ça ne peut pas être son développement, mais ça peut être un développement, parfois très bon, parfois, comme nous tous dans cette salle, parfois certes bon à certains moments, moins bon à d'autres moments.
Et parfois, il n'y aura pas de reprise de développement, et dans ce cas-là, on parlera de syndrome psychotraumatique, on ne parlera pas de résilience. Donc, et puis, il y a le troisième chapitre, c'est quelle est la signification que dans notre histoire, chacun d'entre nous attribue au traumatisme. Donc ça, c'est une définition historique qui est beaucoup plus difficile à évaluer. Donc les 3 chapitres que je vais vous proposer: acquisition des ressources internes, disposition des ressources externes, signification historique qu'on attribue à l'événement. Et là, vous avez la définition la plus simple qui soit de la résilience, c'est comment reprendre un développement après une agonie traumatique. C'est vraiment une définition très simple. Et maintenant, je vais essayer. Maintenant, si vous avez les idées claires, j'espère que je vais les compliquer et que je vais les rendre obscures, parce que j'avais un de mes amis, le professeur Sivadon, que Baroudi a peut-être connu, qui était professeur à Bruxelles, en Belgique. Et le professeur Sivadon, que j'aimais beaucoup, disait méfiez-vous des explications trop claires, rien n'arrête plus la pensée qu'une explication trop claire. Et il ajoutait, c'est pour ça que je prends toujours un lacanien dans mon service. Alors, donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de lacaniens dans la salle, sinon mon espérance de vie va être réduite. Mais donc je vais essayer, voilà comment va s'exposer les 5 heures d'exposé que je vais vous faire maintenant. Alors, penser le traumatisme, ça a été difficile, parce que pendant très longtemps, quand quelqu'un revenait de la guerre, ou quand quelqu'un subissait une situation traumatisante, s'il était troublé, on pensait que c'était un homme, une femme de qualité inférieure. Et le simple fait de poser le problème de cette manière empêchait de trouver des solutions, puisqu'on l'abandonnait à sa souffrance, et que le principal facteur de non-résilience, le principal facteur d'anti-résilience, c'est d'abandonner les gens à leur souffrance, ce qu'ont fait pratiquement un très grand nombre de cultures jusqu'à maintenant. Et l'exemple, par exemple, c'est que quand le chemin de fer a été inventé et qu'il y avait des accidents de chemin de fer et que les gens étaient choqués, ils n'avaient rien de physique et pourtant ils étaient troublés psychologiquement, l'explication de l'époque disait c'est la vitesse excessive du train qui provoque les troubles psychiques. C'est-à-dire que personne ne pouvait penser que c'était une émotion traumatisante qui pouvait provoquer des troubles psychiques. L'explication du psychisme ne pouvait être que mécanique, puisque c'était le triomphe des chemins de fer. Et on continue aujourd'hui de la même manière avec la métaphore, la comparaison abusive du cerveau avec un ordinateur. Alors, c'est seulement... Donc le traumatisme a été un peu pensé par Pierre Janet, avant Freud, par Oppenheimer, avant Freud, et Freud a pensé le traumatisme pour expliquer l'hystérie. Mais en fait, c'est surtout après la guerre du Vietnam et après la persécution des Juifs d'Europe qu'on a commencé à penser le traumatisme et éventuellement, on ne pensait pas à ce moment les conditions de reprise d'un développement, puisqu'on pensait que les vétérans du Vietnam étaient perdus. S'ils avaient des troubles psychiques, c'est qu'ils étaient de mauvaise qualité. Et les 3% de survivants juifs d'Auschwitz, s'ils revenaient troublés, c'est parce que leur cerveau manquait de vitamines et non pas parce qu'ils avaient souffert de traumatisme. C'est-à-dire que là encore, l'explication des troubles psychiques ne se faisait plus de manière mécanique, mais elle se faisait de manière chimique, puisque la chimie était triomphante dans les années d'après-guerre. Si quelqu'un souffrait, c'est qu'il manquait. Si quelqu'un souffrait psychologiquement, c'est qu'il manquait de vitamines. On avait une explication biologique de la souffrance psychique. Alors, pourtant, il y a une femme, une seule, qui a provoqué le changement. C'est la chanteuse Joan Baez.
Si vous ne l'avez pas écoutée, après cet exposé, vous devrez l'écouter, d'abord parce qu'elle chante bien, parce qu'elle est très poétique, et en plus parce que cette femme, qui existe encore, a joué un très grand rôle dans le changement de manière de penser le traumatisme. Elle a dit: les vétérans du Vietnam, les vétérans, je ne sais pas comment ça se traduit en espagnol, mais c'est des soldats qui ont pris leur retraite et qui ont 30 ans. Pour les plus vieux, ils sont âgés de 30 ans. Les vétérans américains sont rentrés, ils ont vu, ils ont subi, ils ont commis des choses atroces. Et ils reviennent troublés. Ils deviennent alcooliques. Ils se mettent à devenir bagarreurs. Ils deviennent alcooliques, délinquants. Ils sont d'une grande violence. Dans un premier temps, le gouvernement américain pense que ces hommes sont violents parce qu'ils sont de mauvaise qualité, et on envoie la police pour les enfermer. Et John Baez dit: ces hommes sont violents parce qu'ils ont vu, subi ou commis des choses atroces. Le responsable, ce n'est pas ces hommes, c'est le gouvernement qui les a envoyés au Vietnam pour commettre des atrocités. Donc ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est le gouvernement américain. Dès l'instant où son association change de manière de poser le problème, ces hommes sont entourés par des associations, par des psychologues, et la violence de ces hommes diminue énormément parce qu'ils ne se sont plus sentis rejetés de la société. Ils ont eu des souffrances, ils ont eu des troubles, ils ont fait souffrir autour d'eux, mais un grand nombre d'entre eux ont pu se réintégrer et cesser d'être violents parce qu'ils ont été entourés. Et en fait, dans ma discipline, celle qui a provoqué le premier étonnement, c'est Anna Freud, la fille de Papa, que des gens dans la salle connaissent sûrement. Papa Freud, vous connaissez. Et sa fille, il y a les bombardements de Londres, et beaucoup d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont été pris sous les décombres des maisons bombardées, parce qu'ils ont vu leurs parents mourir ou parce qu'eux-mêmes ont été blessés. Et il y a des centaines, des milliers d'enfants anglais qui sont gravement traumatisés. Et Anna Freud répartit ces enfants au hasard, c'est-à-dire qu'elle ne les sélectionne pas, il n'y a donc pas de biais méthodologique, et ces enfants sont répartis au hasard des lits qui sont disponibles. Et avec René Spitz, qui était professeur à Genève et qui était psychanalyste comme Anna Freud, il décide de suivre le devenir de ces enfants dans des institutions différentes. Et surprise, il constate que le devenir de ces enfants gravement traumatisés est très différent selon le mode de prise en charge de chaque institution. Il y a une institution où sur 123 enfants, il y a 13 décès, 13 morts, sans aucune raison médicale de mourir. Les enfants se sont laissés mourir. Et comme je l'ai vu dans les pays où on abandonne les enfants, je l'ai vu en Roumanie, beaucoup, je l'ai vu en Colombie, où beaucoup d'enfants sont abandonnés, beaucoup moins. C'est beaucoup moins maintenant que les Roumains s'en occupent très bien et que les Colombiens ont fait des écoles d'éducation. Donc ce que je dis était vrai il y a 20 ou 30 ans, mais n'est plus vrai, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et Anna Freud constate que sur 123 enfants, 13 meurent sans raison médicale, 27 deviennent très troublés psychologiquement, deviennent des psychopathes, très délinquants. Personne ne s'est occupé des 83 enfants qui, ayant subi un grave traumatisme, ne sont pas morts, ne sont pas devenus psychopathes, ne sont pas devenus délinquants. Donc notre culture occidentale s'est orientée, n'a pas menti, simplement elle a mis l'éclairage sur la misère et non pas sur la manière d'échapper à la souffrance. Alors le deuxième étonnement, ça a été Amy Werner, une psychologue américaine qui va à Hawaï et qui s'occupe de 700 enfants, pas de famille, pas d'école, misère sociale, agression physique, agression sexuelle. Les enfants survivent dans la rue comme ils peuvent et elle, avec son équipe de psychologues, ils font ce qu'ils peuvent et les résultats ne sont pas bons parce qu'il n'y a pas d'institution
Et il n'y a pas assez de monde pour s'occuper de ces enfants. Elle revient 30 ans plus tard et elle cherche à revoir ces 700 enfants. Elle en retrouve 200. Elle a des entretiens psychologiques, elle a des tests, elle a des examens médicaux et elle constate que 72% de ces enfants sont effectivement devenus psychopathes, délinquants d'une extrême violence, et elle constate que 28% ont appris à lire et à écrire sans école, ont appris un métier, on ne sait pas comment, ont fondé une famille, et quand elle a des entretiens et des tests psychologiques avec ces 28% d'enfants, ils ne sont pas tellement plus altérés que les autres. Donc quand il n'y a pas d'institution, l'immense majorité de ces enfants évolue vers une tragédie humaine et une tragédie psychologique, et pourtant, même dans ces contextes très difficiles, 28% se développent bien. Et Michael Rutter dit « Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre de façon à ce qu'on puisse mieux aider ceux qui ont du mal à s'en sortir. » Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure de la résilience. Alors, dans ce schéma, on vient de naître. On a un développement normal et puis on a le traumatisme, c'est-à-dire une agonie psychique par définition. Le traumatisme, la mentalisation n'est plus possible, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive, il y a trop d'informations, notre personnalité est déchirée, on ne peut pas affronter, on ne peut pas mentaliser, ça fait partie de la définition du trauma. Donc on redevient en zéro, on est en agonie psychique. Normalement, s'il n'y avait pas eu le traumatisme, notre développement aurait été parfois bien, parfois moins bien, et puis ensuite on serait arrivé à l'âge de 100 ans, et ensuite, vers l'âge de 120 ans, on aurait commencé à avoir des difficultés psychologiques. Et quand il y a le... Donc, quand le traumatisme arrive et qu'il y a une agonie psychique, on constate, quand on suit ces enfants ou ces adultes, que certains ne reprennent pas leur développement. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas de résilience, on parlera de syndrome psychotraumatique, parce que ces gens ne peuvent pas mentaliser, on les a abandonnés, ou l'acquisition des ressources précoces était trop faible, ils n'ont pas pu reprendre un développement, on ne peut pas parler de résilience. La majorité va reprendre un développement, parfois bien, souvent difficile, mais parfois bien, et certains vont rejoindre le développement normal, d'autres vont reprendre un développement, parfois bien, parfois difficile, et ils vont reprendre un développement correct, et certains vont reprendre à partir de l'agonie, à partir de zéro, ils vont reprendre un bon développement et vont parfois obtenir un résultat peut-être meilleur que celui qu'ils auraient obtenu s'il n'y avait pas de traumatisme. Là, on peut parler de résilience puisqu'il y a la reprise d'un développement, parfois excellent, souvent bon, difficile et bon, parfois pas très bon, mais correct, suffisant en tout cas pour faire une biographie d'être humain. Donc la définition de la résilience, elle est facile. Dans ces résiliences que je propose d'appeler les résiliences compensatoires, c'est-à-dire que après le traumatisme, on souffre bien sûr, le coup on l'a reçu dans le réel, et pourtant on reprend un type de développement qui fait qu'on a de meilleurs résultats que ceux qu'on avait à voir. Il faut faire attention, parce que le contresens vient du fait que des gens disent « Ah bon, alors vous dites que pour réussir socialement, il faut avoir été traumatisé ?» Alors on ne dit pas ça. Par exemple, quand on a fait une enquête sur les femmes écrivaines, et on constate que parmi cette population de femmes qui éprouvent le besoin d'écrire quelque chose, de transformer quelque chose, un traumatisme de leur biographie, elles éprouvent le besoin d'écrire et d'en faire un acte de libération intellectuelle, d'un acte de libération littéraire. On constate que 40% de ces femmes ont été agressées sexuellement. Ces femmes ont utilisé l'écriture pour transformer leur souffrance, leur humiliation,
en quelque chose de constructif. Donc on peut parler de résilience, mais il n'est pas question, il n'est pas possible de dire que pour qu'une femme devienne écrivain, il faut la violer. C'est-à-dire que personne, bien sûr, ne pourra penser, ne pourra dire quelque chose comme ça. Ce qui n'empêche que ces femmes ont utilisé leur souffrance pour en faire un engagement psychologique, un engagement littéraire, donc on peut parler de facteurs de résilience. Mais il faut se méfier de ces résiliences, de ces réussites exceptionnelles. Quand j'étais étudiant en médecine, on avait un professeur de médecine qu'on aimait beaucoup parce qu'il était savant, il était gentil, il était disponible pour les malades, pour les étudiants, il nous expliquait toujours avec patience. C'était vraiment un professeur, un homme qu'on aimait beaucoup parce qu'il était savant et très disponible. Et puis, on l'admirait beaucoup. Et il arrivait le matin très tôt dans le service, il discutait avec les internes pour avoir des nouvelles, pour savoir comment ces malades avaient passé la nuit, puis il faisait la visite, il expliquait, il restait dans son service très longtemps et il rentrait chez lui très tard. Et un jour, longtemps après, il est mort, et longtemps après, je rencontre son fils et je lui dis « J'ai eu votre père comme professeur de médecine, c'était un homme extraordinaire, vous avez eu de la chance d'avoir un père comme ça. » Silence. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose. Et il me dit, je n'ai jamais pu parler avec mon père. C'était peut-être un très bon professeur de médecine, c'était pas un père. Il ne pensait qu'au travail, il se levait tôt le matin, il ne partait jamais en vacances avec nous, il rentrait, on avait déjà mangé, on ne partageait jamais un repas avec lui, il ne savait absolument pas qui on était. C'était peut-être un bon professeur de médecine, il a sûrement eu une réussite intellectuelle et une réussite sociale exceptionnelle. C'était pas un mari, c'était pas un père. On ne peut pas parler de résilience puisqu'il n'y a pas de reprise de développement. Au contraire même, je pense que cet homme que j'ai beaucoup admiré a eu une réussite intellectuelle et une réussite sociale parce que c'était un bénéfice secondaire de son clivage névrotique. C'est-à-dire que c'est grâce à sa névrose qu'il a eu une réussite sociale exceptionnelle. J'espère que vous n'avez pas une trop grande réussite, parce que mais on peut très bien, réussir sans être clivé névrotiquement, sans avoir un clivage névrotique. Alors, voilà ici, donc, après le chaos, voilà ici les molécules. Après le chaos, on ne peut plus être comme avant. Or, le traumatisme est un chaos mental. On ne peut plus être comme avant. On est obligé de réorganiser sa personnalité autrement. On n'oublie pas le traumatisme. On ne peut pas, personne n'oublie le traumatisme. J'entends parfois parler de refoulement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'ai jamais vu de refoulement après un traumatisme. Je le vois parfois dans la littérature, mais moi je ne l'ai jamais vu. En revanche, ce que j'ai toujours vu, c'est que des gens étaient fascinés par leur traumatisme, mais n'y étaient pas soumis par le traumatisme. C'est-à-dire qu'ils y pensaient tout le temps et ils en faisaient une force de reconstruction. Ils disaient, moi, enfant, adulte, chassé de mon pays, je vais m'occuper des autres qui sont chassés de leur pays et je vais transformer cette blessure en force de reconstruction. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé de façon à pouvoir combattre contre ceux qui chassent les gens de leur pays ou alors de façon à pouvoir aider ceux qui ont été chassés de leur pays. Ça veut dire que le traumatisme devient un attracteur étrange, un nouvel organisateur du moi. Ce n'est pas le moi que j'aurais dû avoir si je n'avais pas été traumatisé, c'est un nouvel organisateur du moi. J'ai une personnalité particulière parce que le traumatisme devient le centre de ce qui donne sens à mon combat, ce qui donne sens à ma nouvelle vie. Et on voit qu'il y a des possibilités d'évaluer la résilience. Je travaille en France avec Michel Duim, qui est un grand spécialiste de l'adoption. Et on constate que si des enfants sont abandonnés, alors on peut avoir des critères.
Alors le critère le plus facile, c'est la taille, le poids, le quotient intellectuel, et ensuite le quotient intellectuel qui est vrai comme sont vrais les flashs photographiques. C'est-à-dire que c'est une aptitude à l'intelligence scolaire, mais l'intelligence est tellement plastique qu'un enfant peut très bien avoir un mauvais résultat à un moment et un excellent résultat 10 ans ou 5 ans plus tard. Les enfants maltraités sont très mauvais à l'école, ils ont un quotient intellectuel très mauvais, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Ils ne peuvent pas être bons à l'école. Moi, enfant maltraité, je vais à l'école. J'ai 10 ans, je suis battu chez moi, je suis agressé sexuellement, je suis humilié tout le temps. Comment voulez-vous que j'attache de l'importance au théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore n'a aucun sens quand je pense à ce qui m'attend ce soir à la maison. Donc tous les enfants maltraités sont mauvais à l'école, presque tous, sauf à peu près 10% qui surinvestissent l'école parce que c'est le seul endroit où on leur parle gentiment. Et ces enfants-là surinvestissent l'école, ils ne pensent qu'à ça, et ils deviennent très bons à l'école alors qu'ils sont affreusement maltraités chez eux. Mais ce n'est pas la majorité, c'est-à-dire c'est à peu près 10% des populations d'enfants maltraités. Donc on a des critères de résilience et notamment on peut avoir le quotient intellectuel. Les enfants abandonnés qui restent dans les institutions ont un quotient intellectuel en moyenne de 75-76, c'est-à-dire faible. Les enfants abandonnés qui sont placés dans des familles d'accueil ont un quotient intellectuel de 85-90, c'est-à-dire un peu moins mauvais. Les enfants abandonnés qui sont placés quand on s'occupe, quand on aide la famille d'origine ou qui sont adoptés, ont un quotient intellectuel qui correspond à la population générale. Et parfois, on a eu une réunion il y a quelques semaines à Nantes pour parler du devenir des enfants adoptés. Et les enfants adoptés, les enfants normaux qui ont une famille, arrivés vers l'âge de 9 ou 10 ans, font tous ce que Papa Freud appelait le roman familial. C'est-à-dire, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans, je suis une fille extraordinaire, regardez qui est mon père, regardez qui est ma mère, je ne peux quand même pas être la fille de cet homme-là, de cette femme-là. J'ai sûrement été volée par des bohémiens, je suis en fait une fille de prince, je ne peux pas être la fille de ce couple-là, hein, vous êtes bien d'accord. Donc tous les enfants font ce genre de roman familial, je pense même, cherchez dans votre mémoire, je pense même que vous l'avez fait vous aussi, sauf que les enfants adoptés ont 2 romans familiaux à faire. Moi, enfant adopté, je fais un roman familial avec ce père, cette mère qui s'occupe de moi tous les jours et auquel je m'attache réellement dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, et je fais un autre roman familial. Qui aurais-je été si j'étais resté dans mon pays d'origine, dans ma couleur de peau d'origine, dans ma culture d'origine? Est-ce que j'aurais eu ce même développement? Est-ce que j'aurais eu un autre développement? Donc les enfants adoptés ont 2 romans familiaux à faire et on trouve parmi les enfants adoptés devenus adultes un nombre anormalement élevé de créateurs, d'artistes, d'écrivains et de gens de cinéma. C'est-à-dire que eux aussi ont fait... Alors un enfant adopté, parfois a été traumatisé, mais souvent n'a pas été traumatisé. Il a simplement changé de bras. Donc ce n'est pas le fait de l'adoption, c'est que le fait de se représenter, j'aime ces gens-là, qui aurais-je été avec d'autres parents, les entraîne à la rêverie, les entraîne au fantasme, et fait que ces enfants-là sont plus doués pour les romans que les enfants qui n'ont qu'une simple famille. Alors là, je suis en train de vous raconter une résilience idyllique, mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Par exemple, avec Serban Ionescu, Michel Tousignan, qui est professeur à Montréal, Daniel Stern, qui était professeur à Genève, et je ne l'ai pas mis sur ce nom, mais il y a Serban Ionescu, qui est professeur à Bucarest et qui travaille aussi avec nous. On a quand même ils ont pris une population d'enfants qui avaient été gravement traumatisés au cours des 10 premiers mois de l'existence. Et on voit que ces enfants, la population générale, on peut évaluer le nombre de dépressions. Dans la population générale, on peut évaluer le nombre de dépressions. Elle est
chez les enfants de 5 à 10 ans, elle est à peu près de 5%. Chez les enfants à l'adolescence de 15 à 20 ans, elle est à peu près de 17-18%, et de 10-15%. Et dans toute population, le nombre de dépressions est à peu près de 17%. Je viens de citer les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Dans une population d'enfants qui ont été placés en isolement précoce, en isolement affectif précoce, en isolement sensoriel, dès que ces enfants sont placés dans un environnement sécurisant, ils reprennent un bon développement. Il y a à peine plus de dépression chez les enfants, un tout petit peu plus de dépression chez les adolescents, mais on constate qu'arrivés à l'âge adulte, ils ont beaucoup plus de dépression que la population générale. Ce qui veut dire qu'il y a des moments, il y a des périodes sensibles du développement de l'organisme où on a besoin de stabilité affective parce que, à ce moment-là de notre développement, c'est l'affection qui est le stimulant cérébral le plus fort et c'est l'affection qui donne à l'enfant sa confiance primitive et ensuite lui permettra de mieux s'engager dans la vie. Donc là, il y a une période sensible, au sens éthologique du terme. Là, il y a une période sensible qui fait que ces enfants-là peuvent récupérer. Shaul Harel, à Tel Aviv, a montré que ces enfants peuvent récupérer, mais il faut les entourer. Ils ont besoin de plus d'affection que les autres. Ils ont surtout besoin de plus de stabilité affective, sociale et culturelle que les autres, parce qu'ils ont acquis un facteur de vulnérabilité au cours des 10 premiers mois de la vie, au cours des dernières semaines de la grossesse et au cours des 10 premiers mois de la vie. C'est-à-dire que déjà le façonnement du tempérament commence avant la naissance. Et dans les dernières semaines de la grossesse, on sait que quand la mère est stressée, ça transmet quelque chose au bébé. Alors à Toulon, à l'hôpital de Toulon, on a fait des observations très faciles, puisque maintenant, il y a les échographies obligatoires pour toute surveillance de grossesse. Et au cours de la dernière échographie, on filme l'écran. Alors la dame arrive à l'hôpital ou au cabinet, elle montre son gros bidon. On peut traduire gros bidon en espagnol? Elle montre son gros bidon. On lui met une gelée froide sur le ventre. On lui passe un gros stylo pour voir un petit peu l'échographie. Et puis nous, on cherche à faire croire qu'on est des scientifiques, alors on introduit une variable. Et la variable, c'est on stresse la mère. Mais on ne peut pas trop la stresser. Vous savez comment sont les femmes, certaines pourraient protester. Alors le stress on fait 30 secondes de silence, et puis tout d'un coup on dit « Madame, voulez-vous chanter ?» Chanter, hop, le cœur de la mère s'accélère. Presque en temps réel, le cœur du bébé s'accélère. Presque en temps réel, c'est-à-dire que quelque chose de l'émotion de la mère est aussitôt passé dans le bébé. Donc le cœur du bébé s'accélère, ça passe à 140, 160 pulsations minutes, et ils ont des réactions comportementales qui sont déjà différenciées. Schématiquement, un tiers des bébés accélère son cœur et se met à gambader et à donner des coups de pied. Ça, c'est ce qu'on a appelé le profil Zidane. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils commencent leur entraînement de football intra-utérin. Un deuxième tiers de bébés, la mère en stressé, « Madame, voulez-vous chanter ?» Hop, son cœur s'accélère. Le cœur du bébé s'accélère, ils ne bougent pas leurs membres inférieurs et ils se mettent à bouger les membres supérieurs. Et un tiers des bébés, la mère est stressée, ils s'en moquent éperdument, ils continuent à dormir. Et moi, je suis certain que ces bébés-là pensent « J'ai encore 6 semaines à passer dans son ventre, nourri, logé, blanchi. On verra plus tard les problèmes d'adultes quand je sortirai. » Donc, ça veut dire que déjà les bébés ont des réactions différenciées. Et il y a une variable culturelle très importante, c'est que quand on a voulu faire cette expérimentation en Pologne et en Roumanie, et quand on a voulu stresser les mères et qu'on leur a dit « Madame, voulez-vous chanter ?», il a été impossible d'arrêter les femmes de chanter pendant plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'il y a on ne peut pas stresser les femmes avec n'importe quoi. Donc ça veut dire que la culture,
Ça veut dire surtout que quelque chose se transmet déjà entre le monde mental de la mère et les réactions corporelles, comportementales de l'enfant. Et Shaul Harel, qui est venu travailler avec nous en Belgique, et Shaul Harel est professeur de neurologie à Tel Aviv. Et il a suivi 170 femmes qui souffraient de syndrome psychotraumatique à l'époque où il y avait des attentats en Israël et où il y a eu 2000 morts et dont 400 enfants tués. Et ces 170 femmes souffraient de syndrome psychotraumatique. Les chiffres sont importants. Tous les enfants étaient altérés. Le poids moyen de la naissance était de 50% inférieur à la population générale. Le périmètre crânien à la naissance était de 24% inférieur à la population générale. Quand on a fait des résonances magnétiques et des scanners à ces enfants, ils avaient tous une atrophie des 2 lobes préfrontaux et des circuits limbiques, c'est-à-dire des circuits neurologiques de la mémoire et des émotions. Donc ces enfants démarraient dans la vie très altérés parce qu'une tragédie sociale avait traumatisé leur mère. Donc ce que je suis en train de vous proposer comme idée, c'est qu'il n'y a pas de résilience d'un homme, d'un individu. On ne peut pas vivre sans l'autre, et si l'autre est altéré, on prend une part de sa souffrance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on arrête le raisonnement à ce stade, on va en conclure que ces enfants sont perdus, ils sont de moins bonne qualité que les autres, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Ce que j'ai entendu dans un pays d'Amérique du Sud, ce que j'ai entendu en Roumanie et ce que j'ai entendu aussi en France, où une femme ministre de la famille m'a dit « mais ce n'est pas la peine de s'occuper de ces enfants, ils sont voués à la prison ». Quand un ministre pense quelque chose comme ça, on organise des institutions qui s'occupent des enfants avec l'idée que ces enfants sont voués à la prison. Et effectivement, ces enfants deviennent souvent violents et délinquants. Donc quand on agit sur la culture pour modifier la représentation qu'on a de ces enfants blessés, on organise une enveloppe totalement différente et beaucoup moins de ces enfants, très peu de ces enfants iront en prison. Annick Dumaré, avec qui je travaille, Annick Dumaré a suivi, elle, 170 enfants abandonnés précocement, mais très bien entourés par une institution catholique française qui s'appelle les Orphelins d'Auteuil. Elle les a suivis psychologiquement, médicalement, socialement, jusqu'à l'âge de 25 ans. Aucun de ces enfants n'a répété la maltraitance, aucun de ces enfants n'est devenu violent. Donc, la blessure, elle existe, elle devient même un nouvel organisateur du moi, c'est la qualité de l'environnement, utilisant les qualités acquises, les structures internes du blessé, qui vont lui permettre de reprendre un développement résilient ou de ne pas reprendre de développement. Alors, Shaul Harel nous a surpris quand il a fait des résonances magnétiques, c'est-à-dire des scanners fonctionnels, à ces enfants dont les mères avaient été stressées. Et contrairement, on a été, je crois, parmi les premiers à montrer que la carence affective provoquait des altérations cérébrales, mais lorsque ces enfants étaient récupérés dans des familles d'accueil ou lorsque ces enfants étaient adoptés, 1 an après les interactions banales, toutes les altérations cérébrales avaient disparu. C'est-à-dire que la plasticité cérébrale est tellement grande qu'en 1 an d'environnement quotidien, tous les troubles anatomiques et organiques avaient disparu. Et maintenant, on peut le filmer, on le photographie, ça, on le voit sans difficulté, on le mesure même au scanner, et les neurobiologistes nous expliquent toutes les étapes intermédiaires de cette résilience neuronale. Et à notre surprise, Shaul Harel nous a dit, lorsqu'on entoure les mères, bien sûr, parce qu'elles sont traumatisées, et lorsqu'on entoure leurs enfants, le premier point de la résilience, c'est une nouvelle vascularisation. Et ça, on ne l'avait pas prévu. C'est-à-dire que ça a été une surprise des examens fonctionnels, c'est que c'est les vaisseaux qui se mettent en place d'abord, les premiers, et que les neurones vont suivre
et la psychologie va suivre, et ensuite l'aventure humaine va suivre. Ce qui fait que, lorsque les enfants arrivent à l'âge de 10 mois, ils ont déjà acquis dans leurs ressources internes un style d'attachement. Ah, il y a un problème. Ils ont déjà acquis un style d'attachement qui les caractérise. Quelle que soit la culture, 70% de ces enfants ont acquis un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils vont faire des offrandes alimentaires, ils ont 10 mois, ils ne savent pas encore parler, mais ils savent déjà babiller, ils vont se mettre près de la figure d'attachement, ils vont parler, ils vont sourire, et ces enfants vont nous rendre bonnes mères. Et on aura envie de s'occuper de ces enfants alors que c'est eux qui ont le moins besoin de nous. Alors que les enfants blessés vont se mettre en périphérie, contre le mur, ils vont éviter le regard, ils vont augmenter les activités autocentrées, et ces enfants-là, on va moins s'occuper d'eux alors que c'est eux qui ont le plus besoin de nous. Mais si on a été éveillé par ces petits comportements que mettent en valeur les théories de l'attachement, on va bien sûr s'occuper des enfants qui nous rendent bonnes mères, parce que c'est un bonheur pour nous aussi, et on va aussi s'occuper des enfants en difficulté, parce qu'on va comprendre qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce qu'ils ont été blessés, ils ont peur de nous parce qu'ils ne savent pas établir des relations affectives, et que c'est à nous de leur apprendre à établir des relations affectives. Et un enfant qui a acquis à 10 mois, 12 mois, l'attachement sécure, se dirige vers la figure d'attachement, et il va faire des tours de parole, il va jouer, et ces enfants-là sont ceux qui apprennent à parler, les premiers. Et quand un enfant parle, il peut s'exprimer, donc il est plus facile à aider, il peut mentaliser, il peut se représenter ce qui lui est arrivé, donc c'est un enfant qui commence bien son processus de résilience, alors qu'un enfant qui ne parle pas, c'est un enfant qui va faire partie de ces enfants peut-être en difficulté, et ça explique peut-être le nombre de dépressions des enfants qui ont été abandonnés précocement, mais dont personne ne s'est occupé au moment de la reprise du développement. Ils ont été laissés seuls dans les coins parce qu'ils avaient un attachement évitant ou un attachement ambivalent, et quand ils arrivent à l'âge adulte, ils font plus de dépression que la population générale. Parce qu'ils ont été laissés seuls, parce qu'ils ont été laissés dans leur abandon. Donc la thérapeutique, c'est améliorer l'environnement affectif, et pour moi la parole a une fonction affective bien plus qu'une fonction informative, améliorer l'environnement de façon à utiliser les ressources internes de l'enfant blessé. Et puis, à l'école, on voit que ces enfants-là se mettent en périphérie, les enfants blessés se mettent en périphérie, ils se socialisent moins bien, ils apprennent moins bien. On croit que c'est parce qu'ils ont un cerveau de moins bonne qualité, ce qu'on nous a appris quand j'étais étudiant en médecine. C'est pas ça du tout. Ils apprennent moins bien parce qu'ils sont insécurisés et qu'ils n'ont pas de base de sécurité. Si on leur fournit une base de sécurité, ils vont en quelques mois rattraper leur retard, et quelques-uns peuvent même faire d'excellentes performances, même si, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, la performance intellectuelle ou sociale, ça peut être agréable, mais ce n'est pas ça qui est un critère de résilience. Alors, on arrive maintenant à l'adolescence. Je parle encore 10 minutes, Monsieur le Président, et puis et après, si je dépasse 10 minutes, vous me mettez en prison, c'est ça? Non, alors, donc, on va donc grandir, et on arrive maintenant à l'adolescence. Et à notre surprise, le fait de travailler, de faire se rencontrer des médecins, des neurologues, des psychologues, des endocrinologues, je travaille avec des équipes pluridisciplinaires. Et le fait de faire se rencontrer et travailler ensemble des gens de disciplines différentes produit des résultats surprenants. Quand j'étais étudiant en médecine, on nous apprenait que l'adolescence, il y avait une synaptisation, c'est-à-dire que les neurones, sous l'effet des hormones, les neurones envoyaient des synapses partout. La neuroimagerie moderne montre que c'est exactement le contraire. Quand on arrive à l'adolescence, il y a une réduction synaptique
Probablement parce que le cerveau fonctionne mieux. C'est-à-dire que on voit par exemple chez les bienvoyants, il y a juste l'aire occipitale 19, c'est-à-dire la partie postérieure du cerveau qui s'allume quand on voit une image, alors que chez les aveugles qui voient des ombres ou qui ne voient pas du tout, c'est au contraire une énorme partie du cerveau postérieur qui se met à travailler et à consommer beaucoup d'énergie parce que justement il traite mal les informations. Donc la réduction du fonctionnement cérébral est la preuve que le cerveau fonctionne mieux. Il y a les circuits synaptiques. Alors, Papa Freud parlait de frayage. La neuroimagerie confirme l'hypothèse de Freud, c'est-à-dire que le cerveau étant bien frayé, il fonctionne à l'économie et on fait peu d'efforts pour parler, pour regarder les images et pour entrer en relation. On fait peu d'efforts parce qu'on a été bien imprégné ou bien rattrapé au cours de nos premières années. Et puis arrive, même si on a été bien développé, arrive la première tragédie de notre existence, c'est-à-dire le premier amour. Alors, donc, c'est la première tragédie de notre existence, c'est-à-dire que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que le premier amour se termine mal. Il se termine mal d'abord parce que statistiquement, il se termine mal, hein, vous êtes d'accord ? Et puis, ça se termine mal parce que par définition, si on parle de premier amour, c'est qu'il y a un deuxième. Donc, de toute façon, ça se termine. Donc, de toute façon, ça se termine mal. Et on constate que les scores d'attachement sécure s'améliorent après le premier amour. C'est-à-dire que malgré le vrai chagrin, et parfois les adolescents ou nous-mêmes, on souffre, on est vraiment très malheureux après le chagrin du premier amour, et bien malgré ça, ou peut-être grâce à ça, après le chagrin du premier amour, on a appris à mieux aimer. On est plus facile à aimer, on est plus facile à entrer en relation affective, et pour nous, qui travaillons sur la résilience, aimer, c'est pas seulement faire un roman, c'est aussi savoir parler, savoir être attentif à l'autre, savoir se socialiser, c'est tout ce savoir parler, c'est toutes ces fonctions affectives de la parole et de la relation. Et ceux qui s'effondrent au moment du premier amour, ceux qui vivent le premier amour comme un traumatisme, sont souvent ceux qui ont été isolés précocement quand ils étaient enfants. On voit ici une petite fille qui a la taille et le poids que doit normalement, statistiquement, avoir une enfant de 5 ans. Et on voit ici une petite fille qui a la taille et le poids d'une enfant de 5 ans qui a été maltraitée. On a maintenant toutes les étapes intermédiaires de ce trouble du développement. On sait que les enfants maltraités ont des atrophies cérébrales par carence affective. On parle beaucoup de l'agression physique et de l'agression sexuelle parce que c'est les plus spectaculaires, c'est les plus faciles à comprendre. L'agression, le traumatisme qui délabre, qui abîme le plus un enfant, c'est la négligence affective, l'isolement sensoriel qui provoque le plus de troubles. Et quand les enfants s'engagent dans la vie affective avec cette trace dans la mémoire, et lorsqu'ils arrivent au premier amour, ces enfants-là se cassent plus facilement que les autres parce qu'ils n'ont pas appris à aimer. Donc, là c'est écrit en français, donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je reprends, pour que ce soit clair, comment on fait pour raisonner. L'acquisition des ressources internes commence pendant la grossesse, commence pendant les premiers mois de la vie, dépendent des empreintes biologiques et constituent ce qu'on appelle maintenant l'inconscient cognitif. Alors la première fois que je prononçais l'expression d'inconscient cognitif dans un milieu de psychanalystes, j'ai provoqué 4 crises d'épilepsie et 5 tentatives d'assassinat. Mais maintenant, les psychanalystes maintenant acceptent très bien cette notion d'inconscient cognitif qui est différent de l'inconscient freudien. Il n'y a pas de refoulement. Au contraire, même dans l'inconscient cognitif, il y a des traces de mémoire, comme l'avait dit Freud, il y a des traces de mémoire, mais elles ne sont pas conscientes. Dans le 2e chapitre, il y a la disposition des ressources externes, c'est-à-dire
l'attitude affective des parents, des parents, je n'ai pas dit la mère, hein, j'ai dit la famille, les parents. La mère, bien sûr, qui est une étoile importante de la constellation affective, mais elle n'est pas seule. Il y a le père, il y a le frère, la sœur, la tante, l'école, la crèche. Tous ces gens-là organisent une constellation affective qui tutorise le développement de l'enfant. Et dans notre monde occidental moderne, probablement, le fait que la technologie construise des foyers clos avec maman, papa, pas toujours à la maison, pas de tante, pas de grands-parents, pas de famille élargie, crée pour nos enfants culturellement un appauvrissement sensoriel qui explique peut-être pourquoi, alors que les conditions matérielles s'améliorent énormément, les enfants deviennent de plus en plus vulnérables. Parce que l'amélioration technologique crée un appauvrissement affectif, crée un appauvrissement sensoriel. Donc peut-être il faut prendre conscience de ce point faible de notre culture, qui est la conséquence d'un point fort, c'est-à-dire les performances technologiques stupéfiantes que notre culture fait. Eh bien, l'effet secondaire, comme pour tous les médicaments, il y a toujours un effet secondaire pour tous nos progrès, et l'effet secondaire de ces progrès technologiques stupéfiants, c'est probablement l'isolement sensoriel, la carence affective, l'appauvrissement affectif. Et si je dis ça, c'est parce que Norman Sartorius et Rachid Benegadi, qui travaillent avec nous, ont montré que dans les pays à forte technologie, il y avait de plus en plus de solitude, y compris pour nos enfants, et que quand ça va bien, ces enfants vont très bien, mais en cas de malheur, ils sont plus vulnérables que les autres. Intellectuellement, ils sont très bien développés, physiquement, ils sont très bien développés, psycho-affectivement, ils sont vulnérables parce qu'ils ont été élevés en appauvrissement affectif par une culture qui fait des performances techniques stupéfiantes et qui a oublié qu'on doit vivre ensemble. Et que les thérapeutes de ça, c'est les métiers de la petite enfance, mais c'est aussi les artistes. C'est quand on travaille au Brésil avec Sandra Cabral, les enfants, ou quand on travaille en Colombie avec les enfants des rues, quand on envoie des psychologues, les enfants ne veulent pas parler au début. Ils veulent qu'on leur donne de l'argent, ils ne veulent pas parler. Mais quand on leur envoie un musicien, alors là, ils se laissent piéger, ils ne parlent pas, le musicien arrive, les enfants se mettent autour du musicien, le musicien ne dit pas un mot, il dit « je reviendrai demain ». Les enfants, beaucoup d'enfants sont là, le musicien recommence. Au bout de 3, 4, 5, 6 rendez-vous, un lien affectif, un lien d'attachement se tisse, et là, les enfants commencent à parler. C'est-à-dire que les enfants commencent à faire un travail de mentalisation que si auparavant, il y a eu un début de lien affectif. Et Sandra Cabral, qui est professeure à Rio de Janeiro, Sandra Cabral nous montre que ces enfants font des clubs de musique et que dans ces clubs de musique, on parle de psychologie. Mais on ne parle de psychologie que si auparavant, on a accroché avec ces enfants. Alors je vais terminer là-dessus pour dire que finalement la culture est très importante pour la résilience et que ce que j'ai proposé pour les musiciens, mais on a beaucoup d'autres exemples à vous proposer. Et je vais terminer juste en disant que quand un adulte a été blessé, quand il était enfant ou adulte, et qu'il déclenche quand même un processus de résilience. Si ce processus de résilience est là, ça va transmettre quelque chose aux enfants. C'est-à-dire que nos enfants vont porter une part de la souffrance des parents. Alors que si on déclenche rapidement un processus de résilience, les enfants auront des parents reconstitués. Par exemple, un père blessé, quelle que soit la cause de la blessure, il parle, il est gentil, il s'occupe de ses enfants, et puis tout d'un coup, il y a un domaine où on ne peut pas lui parler. Il devient sombre, il se fâche, il quitte la pièce. Ce silence, ce non-dit, indique le lieu du mystère, et ça angoisse les enfants. C'est-à-dire que quand on a fait à Paris une population d'enfants dont les parents